Donc, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à notre web radio spéciale ce soir. Maître Papineau a décidé de nous suggérer d'ajouter une web radio pour ce soir avec des thèmes très intéressants. Mon nom est Valérie Couture, présidente de Condo Stratégiste, et c'est moi l'animatrice de vos soirées web radio. Donc, mon invité ce soir, Maître Yves Papineau, que tout le monde connaît bien. Maître Papineau est avocat émérite et médiateur aussi accrédité en copropriété et associé naturellement de LJT et pilote l'équipe de LJT en copropriété. Bonsoir, Maître Papineau. Bonjour, Madame Couture, vous allez bien? Ben oui, vous? Ben oui. On a plein de choses ce soir à discuter puis à jeter dans l'air et espérant que quelqu'un l'attrapera. Mais on a beaucoup de discussions à faire avec nos auditeurs, Maître Papineau, ce soir. Avec plaisir. Parfait. Donc, notre commanditaire de la soirée, c'est la firme LJT Avocat de l'équipe de Maître Papineau. Alors, merci pour la commandite. Je tiens à rappeler que la commandite sert à alimenter Condo Légal, les partenaires qui sont avec nous, comme Lanceny, qui est du RGCQ pour nous aider à monter les émissions, et naturellement notre Gabriel qui nous organise la petite technique là, derrière le tout. Donc, ce soir, on va discuter avec vous plutôt de deux sujets importants. Donc, on a l'idée, un rêve d'un tribunal de la copropriété qui serait une belle chose. Et on va aussi lancer l'idée, tant qu'à rêver ce soir, on va aussi lancer l'idée d'un fonds de prévoyance nationale. Donc, Maître Papineau, avec toute son expertise depuis plusieurs années, je ne dirais pas le nombre, mais il me disait tantôt en entrée de jeu qu'au tout début, ils étaient deux avocats en copropriété, Maître Jolicoeur, Maître Papineau. Donc, je pense qu'on remonte un petit peu loin, mais on ne le dira pas combien de temps, Maître Papineau, on va laisser ça flotter dans les airs. Donc, Maître Papineau, quelle est l'idée que vous portez qui serait intéressant d'avoir un tribunal de la copropriété? L'idée, il y a plusieurs raisons à ça. On peut peut-être en garder les principales. Il y a 6 raisons. Premièrement, tribunal de la copropriété, puis là, pour moi, c'est pas important quelle forme il va avoir. Est-ce que ça va être un tribunal administratif? Est-ce que ça va être une section de la Cour du Québec, de la Cour supérieure ou un jumelage des deux? L'idée, moi, c'est le résultat. Et pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple, peut-être celui qui est le plus facile. Quand on regarde au tribunal administratif du logement, le TAL, le délai pour le non-paiement de loyer, ça peut être aussi court que 2 semaines ou 3 semaines pour avoir une audition. En matière de copropriété, comme généralement les montants des charges communes est inférieur à 15 000 on va à la Cour des petites créances et le délai est entre 16 et 24 mois d'audition. Alors, là, on parle d'un même genre de situation. Là. ben, quelqu'un qui doit des frais de condo, quelqu'un qui doit un loyer, c'est pas mal la même chose. Exact. Et ce qui est dangereux dans ça, c'est que si vous avez un syndicat où il y a 150 copropriétaires, il y en a un qui ne paye pas, pas trop grave. Mais quand vous avez un syndicat de 3, de 6 ou de 8, ce qui est la majorité des syndicats au Québec, il y a un problème. Parce que celui qui ne paie pas, ou on ne paye pas les factures, ou on augmente les charges des autres pour combler le déficit. Alors ça, c'est un problème. Autre chose, on parle du désengorgement du système judiciaire. Pourquoi? C'est qu'on aurait des tribunaux de droit commun qui auraient une instance un peu plus adaptée, qui aurait un peu plus de spécialisation et qui pourrait passer les dossiers un peu plus vite que d'avoir des tribunaux où on recommence à chaque fois devant un juge différent. Et loin de moi de dire qu'ils n'ont pas les connaissances ou la compétence, mais quand on a un juge qui fait un dossier de copropriété aux 6 mois, c'est pas la même chose que celui qui fait ça de façon régulière. On aurait aussi une expertise spécialisée. En France, entre autres, ils ont
un tribunal de la copropriété, les juges ne font que ça. Alors, en n'ayant que ça, le tribunal connaît les principes fondamentaux, les principes de base, les nouvelles décisions. On va avoir une uniformisation puis une prévisibilité des décisions. On va avoir une constance. Là, on a souvent des décisions qui sont à peu près pareilles. À l'occasion, on peut avoir des décisions qui sont contradictoires. Alors, quand on aura euh, un tribunal où les décideurs sont constants, connaissent ce que les autres décideurs ont rendu comme décision, ça va permettre de dire, ben là, ma cause est bonne et pas bonne et moins bonne. Celui qui va plaider n'importe quoi va savoir qu'il ne peut pas faire ça. Ça va permettre aussi, quand tu vas retourner devant, tu sais, présentement, tu vas voir un juge avec ton dossier, ça se peut que tu ne revois pas le juge avant 5 ans parce que tu es dans le rôle civil. Mais la journée que tu as un tribunal administratif, puis les avocats qui plaident n'importe quoi, euh, ils vont avoir un tribunal spécialisé, puis ils vont retomber sur le même juge à tous les 2 mois. Ils vont être connus, puis ils vont s'apercevoir qu'ils ne peuvent pas plaider ou étirer des dossiers ou agir de façon peut-être pas les plus orthodoxes. Maître Papineau, si je me fie à des questions des auditeurs, exemple, est-ce que le tribunal de la copropriété pourrait favoriser un meilleur règlement lors de sinistres, par exemple, qui est une situation, parce qu'avec justement des gens qui sont plus experts en copropriété dans l'interprétation des 1074, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etc. Mais effectivement, vous voyez, là, dernièrement, on a eu un jugement à la Cour supérieure qu'on n'avait jamais eu avant. C'était des décisions de la Cour du Québec. Et là, la Cour supérieure a dit à la Cour du Québec, non, non, arrêtez de rejeter tout le temps les demandes, là. Ce n'est pas le cas. Les décisions que vous avez rendues antérieurement, ce n'est pas nécessairement les bonnes. Alors, on pourrait avoir des décisions plus constantes. On pourrait avoir des juges qui ont les principes de base aussi. Vous savez, quand on a fait une nouvelle décision, un nouveau cas qui nous est soumis, si on connaît un peu la copropriété, mais qu'on ne connaît pas les principes fondamentaux, les principes de base, peut-être qu'on n'arrivera pas au même résultat. Exact. Alors, je pense que ça, c'est important. Une autre chose, Madame Couture, c'est que si on regarde le tribunal administratif du logement, allez sur le site Internet, il y a plein il y a les dépliants aussi quand vous allez au tribunal du logement, mais tous ces dépliants-là maintenant apparaissent sur le Oui, site. Toute l'information est là. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi, depuis toutes ces années-là, les locataires ou locataires, c'est pas pour favoriser un ou l'autre, mais pourquoi toutes ces informations-là sont données aux locataires, puis il n'y a rien qui est donné aux copropriétaires, aux administrateurs, aux syndicats, aux gestionnaires. Le rôle d'un tribunal, de la copropriété, ça peut être ça aussi, faire l'information qu'on n'a pas, absolument. Oui, malheureusement. absolument. Mais si on parle d'un tribunal de la copropriété, on a dit, bon, il y a des chances, on l'espère, que la rapidité soit meilleure. On a dit que ben, le fait de transférer ces dossiers-là dans un tribunal spécifique, bien, on va désengorger les tribunaux qui pourront régler peut-être d'autres problèmes des situations régulières. On risque forcément d'avoir des meilleurs jugements, puisque, comme vous l'avez dit, les juges qui seraient là, qu'on les appelle juges de la copropriété, administratifs, ou qui viennent de n'importe où, mais qui feraient ça constamment, on risquerait d'avoir des jugements beaucoup plus adaptés et d'être capable de régler des problèmes. Parce que Maître Papineau, en date d'aujourd'hui, si on a un problème avec un copropriétaire, quérulant, on a fait l'émission il n'y a pas longtemps en plus là-dessus, qui ne respecte pas les règlements, qui fait
qui est toujours en train de faire du trouble dans la copropriété. On va attendre longtemps actuellement. Ben, on attend parce qu'on prend notre tour, hein. Et même si c'est un dossier qui peut être urgent pour nous, les juges en chef, quand on leur fait des demandes pour urgence, excusez-moi, pour mise au rôle par préférence, ils disent, Maître, vous aussi, vous avez un dossier urgent, tout le monde a un dossier urgent. Quelqu'un qui réclame du salaire, c'est urgent. Quelqu'un qui veut faire vérifier un testament, c'est urgent. Alors, on est sur le même pied que tout le monde et ce que je vous disais avant l'émission, l'effet de la porte, c'est quand on a une date d'audition, la majorité des dossiers se règlent. Alors, plus vite on a une date d'audition, plus vite les dossiers vont se régler. C'est certain qu'il y en a qui ne se régleront pas, mais ça ne se réglera pas plus si on est en un tribunal ordinaire ou un tribunal spécialisé. OK. J'amène le questionnement un peu plus loin. Je vois qu'on a mis dans le chat aussi les adresses du ministre de la Justice. Justement, si vous avez des commentaires ou des idées sur le fait de la discussion de ce soir qui serait d'avoir un tribunal de la copropriété, on vous invite à le partager, donner votre opinion, donner vos commentaires au ministère de la Justice. Et tantôt, comme on parlera de notre fonds de prévoyance nationale, on a mis aussi l'adresse de la ministre de l'Habitation au gouvernement. Donc, la même chose, vous pouvez partager. Il faut que les choses avancent, il faut que les choses changent et c'est un peu pour ça que Maître Papineau nous a approchés pour qu'on parle de ces sujets-là ce soir. Maître Papineau, on a déjà une question dans le chat, puis je vous invite, là, gênez-vous pas sur vos questions. Est-ce qu'il y a eu des discussions ou des démarches auprès du gouvernement à ce propos? Très bonne question, M. Labrie. Écoutez, dernièrement, parce que plusieurs reprises je l'ai fait, au début janvier, j'ai écrit au ministre de la Justice et au ministre de l'Habitation. J'ai eu un accusé de réception me disant, nous avons bien reçu ça, on va regarder ça, puis on vous revient. Là, j'imagine qu'ils ont perdu mon adresse parce que je n'ai pas eu de nouvelles. Oui, Et mais c'est pas la première fois. peut-être que votre demande est tombée en arrière de la fin de la finalisation du règlement du projet de loi 16, là, peut-être. Ouais, mais ça, c'est un autre problème. Ça fait 5 ans qu'on l'attend. On y arrivera après. Mais bonne question, puis merci de la réponse. Donc, selon ce qu'on entend, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas de retour sur ce point-là. Si Mais on ce n'est avait. pas la première fois, Madame Couture, qu'on en parle ou que j'écris. L'ancien ministre, et ça, c'est un peu le problème, la dernière fois qu'on en a parlé pendant les commissions parlementaires, c'était pas la même ministre. Elle a changé de ministère. Là, c'est une nouvelle ministre. Et le changement de ministre fait que tu recules, tu n'avances pas. Alors, mais morale de l'histoire, c'est pour ça que vous avez raison de dire aux auditeurs, faites un petit courriel à la ministre ou au ministre, leur demander est-ce que ça peut être intéressant, comme pour le prochain sujet dont on va parler tantôt. Oui. Puis, on parlait tantôt du modèle du TAL, du Tribunal administratif du logement. On a, dont vous faites partie, de très bons avocats spécialisés en copropriété qui font de la médiation. Est-ce comment qu'on inclurait la médiation si on avait un tribunal? Est-ce qu'il y aura encore sa place, cette médiation-là? Bien, à la Cour des petites créances, ça va devenir obligatoire partout au Québec. Il y a médiation obligatoire. Nous avons des avocats qui sont spécialisés en copropriété et qui sont médiateurs. Moi, je dis toujours que pour faire une bonne médiation, il faut avoir beaucoup d'imagination pour trouver des solutions, OK. mais il faut aussi connaître son droit, parce que si tu trouves des solutions qui ne sont pas légales, ça ne va pas tellement bien. Alors, d'avoir des médiateurs qui connaissent leurs droits, qui ont l'imagination, c'est la recette du succès des médiations. OK. Puis on a combien d'avocats présentement en copropriété qui sont médiateurs? On a-tu assez de monde pour supporter la demande ou?
Il y en a plusieurs. Euh, Regardez, je n'ai pas de chiffre exact, mais je vous dirais, on en a au moins une vingtaine. Au Québec, là. Euh, Pardon? Tout le Québec? Oui, mais qui sont vraiment spécialisés. Il y en a qui Oui. font un petit peu de matrimonial, un petit peu de copropriété, un petit peu de tout ça. Euh, mais est-ce qu'il y a moyen de faire la médiation en copropriété et d'avoir un service rapide? La réponse, c'est oui. Médiation, ça ne dure pas des mois. Et souvent, des médiations, moi, je m'aperçois à chaque fois que je fais de médiation que la majorité, chaque fois, la majorité, ça ne marche pas mon affaire, mais on se comprend. Oui, c'est Ce que ça. je veux dire, c'est que On vous suit. régulièrement, le problème, c'est le manque de communication entre les deux parties. Alors, le fait de s'asseoir à la même table puis de trouver une solution, c'est quelque chose qui se fait rapidement quand les gens sont de bonne foi. Alors ça, je ne pense pas que ce soit un problème d'avoir des médiateurs qui vont servir rapidement et professionnellement. Mais si je veux juste préciser pour nos auditeurs ce soir, un médiateur, exactement, dites-nous comment ça se passe actuellement quand vous êtes impliqué dans un dossier de médiation. Ben, les gens nous appellent, s'entendent sur le choix d'un médiateur. Moi, comme la très grande majorité, on leur demande quel est le litige, quelle est la position de chacun, et ils arrivent à mon bureau ou à leur salle de réception, de réunion à leur immeuble, et le médiateur sait déjà quel est le problème, c'est déjà la position des deux parties, a lu la déclaration de copropriété, connaît son code civil, il arrive déjà avec des solutions et des idées de solutions pour rendre tout le monde heureux. Et je peux vous dire, des médiations, quand on fait la journée, là, c'est une longue médiation. Puis Parce que le... ça porte Pardon? fruit. Ça porte fruit. Oui, écoutez, je n'ai pas la statistique de médiation en copropriété, mais la médiation, ce qu'on appelle les conférences de règlement à l'amiable, à la Cour du Québec et à la Cour supérieure, le taux de réussite est plus de 80. Oh, wow, OK. OK. On évite beaucoup de situations de grimper plus d'échelons dans le mauvais sens, de se rendre à la cour qu'on pense qu'on voit tout le monde, là. Oui, puis en parlant de grimper, vous savez, l'un des principaux problèmes en copropriété, c'est quand tu en chicanes avec le conseil ou avec ton voisin, puis tu prends l'ascenseur avec lui tous les jours, c'est moins agréable. Non, c'est pas le fun du tout. On a une bonne question que je vous laisserai répondre toujours. Pourquoi le RGCQ ne fait pas une pétition à laquelle nous pourrions tous signer afin de sensibiliser le gouvernement? Et c'est M. Desjardins qui nous pose cette question-là. Écoutez, ça fait plusieurs années que je parle du tribunal de la copropriété. Je ne suis pas le seul, remarquez. Et par exemple, cette année, je me suis dit, il faut donner un petit coup là. Alors, effectivement, le RGCQ va préparer une pétition en ligne et ça va arriver dans les prochaines semaines. Donc, M. Desjardins, restez à l'affût. On va espérer que plusieurs personnes comme vous signeront cette pétition. Puis, Maître Papineau, en fait, qu'est-ce qu'il y a de négatif si on avait un tribunal? Il n'y a rien de négatif, c'est juste du positif. Tous les cas de charges communes impayées, ça se réglerait rapidement. Les petits différends, ça se réglerait rapidement et on aurait probablement aussi encore des médiateurs qui pourraient être impliqués avant de se rendre au tribunal de la copro. Puis après ça, les plus gros dossiers se rendraient au tribunal de la copropriété. Mais remarquez rapidement, c'est sûr qu'il y a une question d'avoir le personnel nécessaire. Mais moi, si la Cour des petites créances est capable d'entendre, si je m'excuse, le tribunal des petites créances ne peut pas l'entendre avant 16 mois, pourquoi le tribunal du logement peut l'entendre dans 3 semaines? Il y a sûrement peut-être plus de personnel, mais je peux vous dire, moi, quand tu arrives au tribunal du logement, la journée qu'ils font les causes de non-paiement de loyer, tu as 50 causes sur le rôle parce que le juge administratif sait que la moitié ne se présenteront pas. Oui.
Chaque dossier dure 10 minutes. Tandis que quand tu vas à la Cour des petites créances, il y a 6 dossiers le matin, 6 l'après-midi. Et là, c'est 12 au lieu d'avoir 50. Mais il pourrait en mettre 50 aussi dans la journée pour des charges impayées parce que c'est pas miraculeux, là. C'est pourquoi tu ne payes pas tes charges comme tout le monde les paye. Ça ne dure pas une heure, là. Puis les plus gros dossiers, comme vous pilotez avec votre équipe, d'ailleurs, votre collègue Philippe Gagnon-Marin a eu un beau jugement dernièrement sur des situations qui sont, comme vous l'avez dit, qui sont très désagréables en copropriété. Une copropriétaire qui a été reconnue de payer une somme très importante pour avoir, malheureusement, ça aurait pu être réglé au départ, ce genre de situation-là, très rapidement. Mais ça aurait pu, si on avait eu un juge, une salle de cours. Exact. Alors, est-ce que le gouvernement va donner le personnel nécessaire? Mais encore là, c'est un dossier qui a duré 3 jours à la cour. Mais si ça avait été un juge qui avait l'habitude de ces questions-là, ça aurait peut-être duré une journée de moins. Parce que il y a moins de plaidoirie à faire. Souvent, les juges du droit disent, Maître, j'ai compris, je connais le principe, ou c'est à l'article, on sauve du temps. Alors, est-ce que ça va être miraculeux et changer la vie de tout le monde? C'est sûr que ça ne changera pas du jour au lendemain tout, mais on va améliorer le service aux citoyens. C'est un peu ça le principe de la justice. Tout à fait. Puis, euh, on est encore dans le même type, excluant la médiation, parce que ça fait pas aussi longtemps, là, mais on est encore dans le même principe quand la copropriété prend beaucoup d'ampleur au Québec. Fait que ça peut pas continuer à aller s'engorger dans une seule direction. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est sûr, puis vous savez, si on disait qu'on fait un tribunal administratif de la copropriété pour une partie des litiges, ça pourrait libérer des juges. Alors, on nommerait un juge administratif qui coûte moins cher, qui a moins besoin de personnel et de tout ce qui va autour, et on pourrait libérer des juges de la Cour du Québec qui, c'est correct, là, qui ont un salaire 2 fois plus élevé, plus une secrétaire, plus un bureau, plus tout ça. Un juge, ça finit par coûter minimum 300 000 à 400 000 par année. Un juge administratif, ça coûte moins cher que ça. Alors, on peut en avoir 2 pour le prix d'un, là. Quelques-uns, exactement. Et surtout, euh, qu'est-ce que, si advenant dans la copropriété, ce serait un tribunal administratif, qu'est-ce qu'il ne pourrait pas régler qui devrait passer à plus loin? Bon, il y a une petite question que je n'ai pas suivie, qui est la juridiction des tribunaux. Excusez-moi. La Cour supérieure, qui est la Cour générale, c'est elle qui s'occupe de tout au Canada. La Cour du Québec s'occupe des litiges qui lui sont spécifiquement attribués. Alors, beaucoup de dossiers que nous avons, qui sont des injonctions, des ordonnances, pour certains, il faut absolument que ce soit la Cour supérieure qui rende ces jugements-là. Mais on s'aperçoit que de plus en plus, le tribunal du logement rend des ordonnances, rend des décisions dans lesquelles on le voit là sur ceux qui font des évictions illégales, rend des jugements. On a un qui vient d'être condamné à payer 50 000 et rend des ordonnances de réintégration. Bien, une ordonnance de réintégration ou une injonction pour réintégrer la personne, dans mon livre à moi, ça finit par donner le même résultat. Alors, il y a peut-être cette question de constitutionnalité des juridictions, mais si en Ontario, puis en Colombie-Britannique, puis ailleurs, ils ont réussi à faire un tribunal de la copropriété, je ne vois pas pourquoi nous, on ne réussirait pas. Puis au pire, aller, s'il nous reste juste les gros dossiers de juridiction de Cour supérieure, vous savez, c'est la minorité des dossiers, là. Les dossiers en copropriété, il n'y en a pas des millions qui se rendent en Cour supérieure. Des dossiers, comme vous avez parlé, que Philippe a plaidé,
où il a obtenu, je pense, c'est 120 000 de dommages. Et il n'y en a pas beaucoup de ça, là. Mais ceux-là vont avoir un peu plus d'espace pour cheminer peut-être un peu plus rapidement aussi. Parce Effectivement. on a tassé l'autre côté beaucoup Oui, de petits, ben, puis je dis pas petits dossiers, mais d'histoires d'animaux en copropriété, vous savez, tous les problèmes, etc., etc. Écoutez, ça serait. En tout cas, moi, je suis pas ministre de la Justice, mais mon Dieu, que la vie serait facilitée pour la copropriété. Quand je dis la copropriété, ça serait les administrateurs, les copropriétaires, les syndicats de copropriété, les gestionnaires, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce qu'il y a des, malheureusement, des faux débats qui finissent plus de finir, puis qui engrangent des frais, puis des délais de fou. oui, puis regardez, vous avez parlé des animaux. Si le tribunal du logement peut statuer si un locataire a le droit de garder un chat ou un chien, pourquoi le tribunal de la copropriété ne pourrait pas faire la même chose? Absolument, absolument. Ils jappent, Alors, ils dérangent tout le monde pendant 2 ans. Ben, c'est plate, mais il faut que, tu sais, c'est des problèmes aussi, comme vous l'avez dit tantôt, c'est des problèmes quand ils s'étirent, usent les gens, là. Il y a du monde qui vit des situations très, très difficiles pendant longtemps. Il y a de l'humain derrière des situations. c'est pour ça que plus vite ces questions-là sont décidées, c'est mieux pour tout le monde, là. Tout à fait. Maître Papineau, as-tu fait le tour du tribunal? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter sur le tribunal de la CoPro? Ben moi, ce que j'aimerais, c'est que les auditeurs, puis qui en parlent à tout le monde, à leurs conseils, à leurs administrateurs, à leurs gestionnaires, qu'on mette un petit peu de pression sur le gouvernement, à tout le moins pour qu'ils nous disent pourquoi ils ne le font pas. Comme vous avez dit tantôt, euh, moi, je ne vois pas beaucoup de choses négatives à ça. Alors, pourquoi on n'arrive pas à ça? Pourquoi on a des locataires qui ont des services qui ne sont pas parfaits, mais pourquoi ils ont ces services-là que les copropriétaires n'ont pas? J'ai de la difficulté à comprendre. Je pense que tout le monde va s'en porter mieux. Le système judiciaire va être allégé. Les copropriétaires, les administrateurs, tout le monde va être plus heureux, là. Absolument. Alors, petit courriel à votre ministre de l'Habitation, ministre de la Justice. Pourquoi on n'avance pas là-dessus? Parfait. Et on vous rappelle que le RGCQ devrait prochainement mettre en place peut-être une genre de missive pour stimuler aussi les décideurs de notre gouvernement au niveau de la justice pour mettre en place et de répondre, comme Maître Papineau vient de le dire, là, répondre à ce que ça pourrait, pourquoi ça ne se met pas en place. Et si on n'a pas compris, dites-nous-le. Si on est à côté de la traque, dites-nous-le. Mais dans notre pratique là, quotidienne, je pense on aurait rempli une semaine facile, sûrement de causes qui seraient réglées facilement. Donc, j'attire l'attention, le paiement des charges communes. Comme Maître Papineau l'a dit, il y a le délai de la journée. Quand les gens, ça fait 2 ans qu'ils ne payent pas, mais c'est une semaine avant, ça arrive que, oups, bon an, mal an, l'argent arrive au syndicat, mais là, ça arriverait moins parce qu'il y aurait moins de délais. Ben, il y a un autre problème aussi, Mme Couture, c'est que celui qui arrête de payer, s'il arrête de payer pendant 2 ans, c'est moins drôle que s'il arrête de payer pendant 2 semaines. Exact. Même pendant 2 mois, on est gagnant. Même Oui, si ça prendrait 2 mois, les syndicats seraient gagnants. Il y a M. Labrie qui dit, bon, bonne idée sûrement, envoyez aussi vos courriels à vos députés. Donc, c'est une très bonne idée aussi. Écoutez, faut bouger les idées pour faire avancer les choses. Donc, notre deuxième rêve, on est sur nos rêves, Maître Papineau, ce soir? oui, oui, madame. On a donc que ceux-là, mais on n'en dira pas durant l'émission. Mais on a parlé, ça s'est jasé un petit peu, euh, d'un fonds de prévoyance nationale. Fait que, Maître Papineau, quand que je vous dis ce titre-là, puis là, il pourrait s'appeler Fonds de prévoyance du Québec, Fonds de prévoyance bleu, en référence à l'idée du panier bleu à un moment donné, mais ça serait collectivement de regrouper les sommes
que les syndicats cotisent pour mettre dans leur fonds de prévoyance. Et là, je vous laisse présenter le bébé. Merci. Alors, l'idée, et c'est intéressant parce que notre ami Gabriel a trouvé une émission qu'on avait faite en 2020 Oui, sur le oui. sujet. Pas pour dire qu'on était déjà encore dans l'idée de ça, là. Oui, c'est pas de nouveauté. D'ailleurs, Gabriel nous a montré tantôt un journaliste qui a fait un petit papier là-dessus au milieu du mois de mai. C'est une idée qui date d'il y a longtemps et encore là, c'est pas important l'idée vient de qui ou mais l'idée, elle est simple. Ouais. C'est que on va peut-être faire, si vous permettez, un petit rappel de qu'est-ce qu'est le fonds de prévoyance. Et le fonds de prévoyance, c'est l'argent que le syndicat doit accumuler pour les réparations majeures et les remplacements dans un syndicat de copropriété. Exact. Ça veut dire que le toit est dû dans 25 ans, le toit coûte 25 000, il faut que je mette 1 000 $ par année pendant 25 ans, et au bout de 25 ans, mon toit est fini, ça tombe bien, j'ai l'argent pour le remplacer. Exact. Et c'est la même chose pour les fenêtres, c'est la même chose pour tout. Ce qui fait que, évidemment, dans des syndicats où c'est un triplex, les montants accumulés sont moindres, mais il y a des immeubles qui ont 150. J'ai fait un dossier il n'y a pas longtemps, il y a 430 appartements. 430 appartements, on parle de millions et de dizaines de millions qu'il doit y avoir dans le fonds de prévoyance. Là, vous parlez d'un 430. Là. À Oui, Montréal, on a des grosses bâtisses. Là. oui. Et le problème, c'est que la loi maintenant exige que le montant soit placé parce pour qu'il rapporte quelque chose. Il faut qu'il soit en partie liquide. Ça veut dire qu'on puisse l'utiliser quand on en a besoin. Disponible à court terme, en partie encore, parce qu'on n'est pas obligé de l'avoir disponible le lendemain. Ça peut être 2 ans, 5 ans. Et que le capital doit être garanti. Et ce qui accroche, c'est ce dernier point-là. Pour que le capital soit garanti, il faut soit aller dans une caisse populaire ou une banque, et quand ce sont des institutions québécoises, provinciales, c'est l'autorité des marchés financiers qui le garantit. Alors, les caisses populaires, Trust Banque Nationale, Beneva, Caisse financière, prêt et placement sont des institutions qui sont garanties par l'autorité des marchés financiers. Les autres banques, c'est le gouvernement du Canada, l'assurance du dépôt, qui le garantit. Le problème, c'est que c'est garanti jusqu'à un maximum de 100 000 $. Ben oui. Ce qui veut dire que si vous avez 200 000 et que vous respectez la loi, vous allez dans 2 institutions financières, vous mettez 100 000 dans chaque et le montant est garanti. Quand vous avez un fonds de prévoyance de 200 000 $, bien là, il faut faire le tour, ou 500 000 ou 150 000, il faut faire le tour des institutions pour tout avoir des 100 000 un peu partout et que ça Ça n'a soit aucun sens. garanti. Ça n'a aucun sens, ça. Ben, c'est souvent ce que les administrateurs ne font pas parce que c'est trop compliqué. Et les administrateurs souvent pensent que si tu places 500 000 à une banque, tu vas avoir un rendement plus élevé que si tu places juste 100 000, ce qui n'est pas tout à fait exact. Alors, on se ramasse que les fonds de prévoyance sont déposés à la banque ou à la caisse où on a un rendement qui souvent est même pas compense même pas l'inflation. Alors, vous le savez, là, vous en placez, Mme Couture, des syndicats. De ça, là, on est content quand on a 2-3 %. On a eu 4 % il y a quelques mois. Il y a 2 ans, on a même eu 5 %. Et si vous enlevez l'inflation, généralement, il ne reste rien. Par contre, si on regarde
Et là, je donne des exemples, là, puis tout le monde peut aller chercher ces informations-là sur Internet. Si vous regardez la Caisse de dépôt et de placement du Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec nous dit qu'en 2024, ils ont eu un rendement de 9,4 %. Sur les 10 dernières années, ils ont eu un rendement de 7,1 %. C'est sûr que là, on va nous dire, oui, mais c'est un rendement actualisé, c'est un rendement-ci. L'idée, c'est qu'effectivement, si vous avez laissé votre argent pendant 10 ans à la Caisse de dépôt et placement du Québec, vous avez eu 7,1 %. Il n'y a pas une banque qui donne ça, il n'y a pas une caisse. Et Non. je me demande, parce qu'encore là, on parle au gouvernement, ça fait longtemps, quelle est l'idée, pourquoi le gouvernement n'agit pas? Moi, l'idée que je mets de l'avant, c'est un peu ce que le journaliste a repris. On a la Caisse de dépôt et de placement qui a donné sur 10 ans 7 points. Ceux qui ont des fonds placés au Fonds de solidarité, dans les derniers 10 ans, ils ont eu 7,3 %. Encore là, c'est un petit peu plus que ce que vous avez à la banque, pour ne pas dire le double ou le triple. Exact. Alors, pourquoi le gouvernement ne permettrait pas que l'argent soit prêté ou déposé à la Caisse de dépôt et de placement, au Fonds de solidarité, que le gouvernement garantirait le capital, parce que c'est ce qui accroche, il faut que le capital soit garanti, mais qu'il garantisse les banques ou qu'il garantisse le Fonds de solidarité ou la Caisse de dépôt, c'est la même garantie. Non. Mais on aurait un rendement qui serait nettement supérieur. On aurait un rendement qui serait intéressant. Les copropriétés, souvent, empruntent dans le fonds de prévoyance parce qu'ils disent, de toute façon, ça ne rapporte rien, ce qui est complètement illégal. Souvent aussi, ils ne remplissent pas le fonds de prévoyance comme ils devraient parce que les copropriétaires disent, moi, j'ai un rendement meilleur sur mes À ma banque. placements. Donc, ça ne vaut pas la peine de l'envoyer dans le fonds de prévoyance. Alors, toutes ces choses-là, ça réglerait, quant à moi, le problème. Qui serait malheureux? Bien, effectivement, les banques seraient malheureuses, les caisses seraient malheureuses parce qu'ils prennent cet argent-là pour lequel ils ne payent rien, puis ils vous reprêtent plus cher, puis ils reprêtent le même montant 2, 3 fois. Alors, on aurait la caisse de dépôt et de placement ou les fonds de solidarité, c'est pas important. Encore là, moi, je ne m'accroche pas sur un point en particulier, je m'accroche sur le principe. Et vous savez, quand on dit oui, mais là, la caisse de dépôt, c'est peut-être plus risqué. J'ai fait des vérifications. La caisse de dépôt n'a jamais diminué ses actifs en ayant perdu de l'argent. La caisse de dépôt a malheureusement une année dans les derniers 10 ans, si je ne me trompe pas, eu un rendement négatif, mais il n'y a pas eu de perte d'argent. Et contrairement à ce qu'on pense, et j'ai vu ça sur le site de la SADC, le fédéral, il y a eu 43 faillites de banques et d'institutions financières de 1970 à 1996. Il n'y en a pas eu depuis. Alors, quand on dit, ben oui, mais ça, le gouvernement le garantit parce qu'il n'arrivera rien, ben il en est arrivé 43 fois. Et c'est intéressant de voir, il y avait une banque, là, mais ce n'est pas parce que le nom, c'est ça, mais la Banque de la Colombie-Britannique a fait faillite. Ouais. C'était peut-être pas la plus grosse banque et tout ça, mais c'est pas juste des petites banques de rien, là. Il y a des institutions financières. Alors, le gouvernement a dû payer ces montants-là. Alors, pourquoi pas l'envoyer? Caisse de dépôt, Fonds FTQ, Fonds CSN. Vous savez, ces trois institutions-là aussi supportent l'économie du Québec, font des investissements. Si vous regardez en matière de copropriété, souvent, la FTQ finance les projets de copropriété. Alors,
c'est bon pour la FTQ parce qu'ils font de l'argent, c'est bon pour les promoteurs, c'est bon pour les copropriétaires, le rendement est meilleur. Alors écoutez, encore là, moi je me pose la question, pourquoi on n'a pas ça? Peut-être parce qu'on n'a pas fait assez de bruit. Peut-être que là, si on fait une émission ce soir, les lettres que j'ai envoyées, la pétition du RGCQ, les commentaires des participants ce soir, les lettres à leurs députés, peut-être que ça va débloquer parce qu'au bout de la ligne, le gouvernement même cherche des bonnes idées pour se faire élire. Ben, dire aux copropriétaires, on va doubler, tripler le rendement de votre fonds de prévoyance, ce qui va faire que vous aurez plus d'argent à travailler moins fort. C'est peut-être bon, ça, pour se faire élire aussi, là. Et mensuellement, on va prendre moins d'argent parce qu'on va avoir des meilleurs rendements. Donc, forcément, mais même Papineau, si on regarde ça, là, exemple, qu'on a 430 000 unités, plus ou moins, là, de copropriété au Québec. Et mettons, êtes-vous d'accord avec mon chiffre, 430 000? Bon, je ne les ai pas toutes comptées, là, Non, moi non mais plus, mais je me fie à notre super dame Micheline qui avait fait une statistique, mais il me semble qu'on était là, mais ça ressemble à ça. on était à peu près à ça, d'unités, je parle bien, pas de syndicat de copropriété. Puis si on regarde en date d'aujourd'hui, la règle au pouce, puis là je dis ça sous toute réserve, mais la règle au pouce qu'on peut servir, c'est 100 par unité par mois affecté au fonds de prévoyance. Avez-vous pensé l'argent qui serait là à ce... Puis là, oui, il va y avoir des syndicats qui vont retirer. Vous habitez dans un très gros syndicat, une journée vous avez besoin de votre argent, mais tout ça va se machiner, puis ça va devenir que les syndicats de copropriété vont vraiment être gagnants d'avoir placé, même si c'est un petit syndicat, d'avoir placé son 10 000 qui va rapporter la même chose que s'il avait placé 1 million. Mais l'autre chose aussi, vous l'avez dit, de placer ça à la banque, j'ai des échéances. Et souvent, si j'ai besoin de le retirer avant l'échéance, je perds les intérêts. Ouais. Tandis que si on met ça à la caisse de dépôt et que la caisse de dépôt pondère les montants qu'ils ont, les délais, ou ça, on va pouvoir les retirer sans pénalité. Ben On oui. va pouvoir emprunter aussi. La Caisse de dépôt ou le Fonds de solidarité pourrait dire, écoutez, nous, une partie, comme ils font des prêts aux promoteurs, ils pourraient faire des prêts aux syndicats. Au lieu que les syndicats aient de la misère à avoir du financement et que ça soit Ben oui. compliqué, ce fonds-là pourrait servir à ça. Et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à comprendre pourquoi cette idée-là ne fait pas son chemin, alors qu'encore là, des motifs négatifs, moi, j'en ai pas vu. Il n'y a personne qui m'en a apporté à date. Est-ce que c'est miraculeux puis ça va être tout réglé? La réponse, c'est non. Là, on ne rêve pas en couleur. Mais est-ce que c'est nettement mieux que ce qu'on a maintenant? La réponse, c'est clair. Mais vous avez, dans nos discussions de préparation, vous avez dit quelque chose qui est quand même assez percutant. C'est que Ça arrive, ça. vous avez dit, M. Papineau, si c'est bon pour une place, pour quelqu'un qui s'occupe de la rente du bas de laine des Québécois, ben c'est clair que c'est bon pour les copropriétés. Ben, moi, je ne vois pas pourquoi. Il faut savoir, vous êtes trop jeune, là, mais la Caisse de dépôt et de placement, ça a été décidé et fondé justement pour que le fonds, le bas de laine des Québécois, les fonds de pension des Québécois, que les Québécois ne perdent pas leur argent puis aient un rendement appréciable. Ça s'applique encore là en matière de copropriété, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Puis là, on dit, ben, on place nos fonds de prévoyance là-dedans. Nos fonds de prévoyance investissent dans des copropriétés qui sont en train de se bâtir. Puis après ça, ça revient où on peut rénover nos copropriétés. C'est quand même un beau cheminement de l'argent, durement gagné de nos copropriétaires qui doivent absolument la mettre, ben, qui, un coup, vont être obligés de la mettre selon une étude du fonds de prévoyance. Ça, c'est notre rêve des dernières années qui n'aboutit pas encore une fois. On va le préciser. Ça aussi, vous pouvez écrire à la ministre de l'Habitation pour que ça se fasse. Mais c'est vraiment quelque chose de
je dois dire phénoménal, mais l'idée, vous l'avez dit, ça fait plusieurs personnes qui en parlent, vous faites partie de ceux-là. Je ne peux pas croire qu'on me semble qu'on est tout le temps en train de piétiner comme l'hamster dans sa roue, là. Ben, effectivement, puis vous savez, les gens ont de la difficulté parce que, vous l'avez dit, là, ils travaillent fort, puis ils mettent de l'argent dans ce fonds-là. Que le fonds génère 2 8 c'est pas plus fatigant, là. Ben non, ça ne vaut rien. Pour eux autres, ça ne paraît pas. Fait que c'est sûr qu'on a une question, puis ça, c'est une question qui revient souvent. Quoi faire légalement lorsque le fonds de prévoyance continue de diminuer au lieu d'augmenter et que le CA refuse carrément de donner des explications? Monsieur Alain pose cette question. Ça, on revient à la base, là, mais On revient à notre premier débat, c'est qu'on revient à notre premier sujet. On n'a pas le choix qu'à d'obtenir une ordonnance de la Cour pour forcer le Conseil à respecter les dispositions de la loi. Mais encore là, on va attendre 2 ans avant d'avoir une audition. Alors, c'est pour ça que les deux sujets traités ensemble, ça fait un bon duo. oui, puis là-dessus, sur ce que vous venez de donner comme explication à M. Alain, ben c'est sûr qu'aussi, si le règlement pourrait être finalisé, il y aurait moins d'ambiguïté, si on peut dire. C'est pas C'est clair clair. encore pour les syndicats. Il y a des gens encore, Maître Papineau, qui disent ben, je suis pas obligé d'avoir une étude, etc., etc. Mais si ça pourrait être clair, on saurait où est-ce qu'on s'enligne comme syndicat. Oui, mais aussi, si c'était rentable, C'est souvent, vous clair, l'avez oui. entendu, Madame Couture, les gens disent, moi, là, mettre mon argent dans le fonds de prévoyance à 2 avec mon courtier, j'en fais 7, j'en fais 8, j'aime mieux le placer moi-même. La Exact. journée que ça sera à peu près la même chose, les gens, pas tout le monde, mais on va améliorer la volonté des gens de mettre l'argent dans le fonds de prévoyance. Maître Papineau, j'ai M. Martineau qui a une question sur le légal, je pense. J'ai fait une demande de médiation au syndicat pour un litige sur un nouveau règlement. Notre déclaration demande clairement une médiation avant l'arbitrage, mais le syndicat a refusé par la voix de ses avocats. N'est-ce pas une obligation comme indiqué dans la déclaration? Est-ce que vous voulez... Effectivement. OK. À moins qu'ils aient, mais là, il faudrait voir quelles raisons ils ont invoquées. Mais la déclaration, lorsqu'elle prévoit qu'il doit y avoir une médiation préalablement à un arbitrage ou une institution de procédure judiciaire, ça doit se tenir. Par contre, ça ne veut pas dire on peut rentrer en médiation pour vous d'une demi-heure, sortir et dire ça ne marche pas, je m'en vais, on n'est pas obligé de passer la semaine là. Mais oui, il y a obligation, il faudrait voir pourquoi le syndicat a refusé. Mais généralement, il n'y a pas beaucoup de raisons, là. OK. On a M. Labrie, puis c'est une belle question qu'il pose. On en est où avec le projet de loi 16? Merci, M. Labrie. Maître Papineau adore votre question. Écoutez, depuis janvier 2020 qu'on attend la réglementation, la ministre a soumis au public et demandé des commentaires. La L'automne dernière dernier. fois, pardon? L'automne dernier. Oui, mais elle l'a fait encore il n'y a pas longtemps, je vous dirais 1 mois et demi, mais elle nous écrit pour nous dire bonjour. Les journées ne seront pas exactes, là, mais vous allez comprendre le principe. Bonjour, on demande vos commentaires à titre d'expert. Bonjour, nous sommes lundi, on a besoin de vos commentaires pour jeudi matin. Puis là, ils nous ont envoyé un nouveau projet de règlement qui était sensiblement le même que la dernière fois. On avait eu une rencontre avec la ministre euh, sur ça, qui a bien compris le principe. Mais au bout de la ligne, on est rendu, ça fait 5 ans, puis les règlements ne sont pas sortis, mais la ministre nous a bien dit que les règlements sortiraient et seraient approuvés d'ici la fin de l'année 2025. 27 ou 25? 25. D'accord. OK. Donc, OK, on va encore attendre, mais pour nos auditeurs et auditrices ce soir, effectivement, encore là,
Je pense que malgré tout ce qui se passe, toutes les tuiles qui peuvent arriver sur notre gouvernement actuel, ben c'est sûr que peut-être de manifester un petit courriel à la ministre de l'Habitation qui est très sensible à la cause, mais il faut faire avancer nos petites choses. Et ce soir, nos deux thèmes, c'est dans le but d'améliorer la situation des copropriétés, des copropriétaires au Québec et de faire, pour ce qui est du tribunal administratif, mais aussi du Fonds de prévoyance national, Maître Papineau, on vient aider la population des deux côtés en même temps. On vient mettre de l'argent qui peut être investi dans d'autres projets au Québec, dans notre patelin, et surtout faire fructifier la cagnotte et tout ça. Mais Papineau, je vous ai posé une question peut-être tantôt avant qu'on commence. Est-ce que notre Fonds national de prévoyance, qu'on voudrait, qui est un souhait, est-ce que ça pourrait permettre, tantôt on a eu quelqu'un qui a posé une question en disant, ben, ils ne veulent pas mettre les sommes, etc. Est-ce que ça pourrait venir euh, dresser un peu la table sur selon votre étude, vous pouvez sortir des sous, etc., ou pas. Ça viendrait-tu gérer un peu le respect de la loi de l'utilisation d'un fonds de prévoyance? Ben, je pense que oui, comme j'ai dit tantôt, quand les gens vont voir qu'il y a un rendement intéressant, quand les gens vont comprendre le principe, comprendre qu'ils peuvent mettre de l'argent, le retirer quand ils en ont besoin, emprunter, ça va devenir à un certain moment donné partie de la copropriété. Les gens ne se poseront pas de questions. Est-ce qu'on va respecter notre étude de fonds de prévoyance ou pas? Les gens vont voir que c'est utile, ça va rentrer dans les mœurs des gens, mais là, pour l'instant, c'est qu'on n'a pas d'études de fonds de prévoyance obligatoire, on n'a pas de rendement sur notre argent, mais les gens se disent, regarde, quand on aura besoin, on se Vous le posera des direz. questions. C'est ça. Vous me cotiserez, puis j'en mettrai à ce moment-là. Et le fait d'avoir un fonds de prévoyance national, vous avez parlé tantôt peut-être d'aider les copropriétés qui en ont besoin sous forme de financement. Et ça prendrait des gens qualifiés pour gérer les demandes de projets et tout ça, mais je pense qu'on a beaucoup d'experts en copropriété qui pourraient participer à ça. Mais est-ce que vous pensez que ça serait des financements qui seraient plus simples qu'actuellement dans le marché? C'est sûr, parce que là, présentement, il y a juste 2 ou 3 institutions financières qui font des prêts aux syndicats. Et il faut se lever de bonne heure puis remplir plein de documents. Faut Vous pas être prêt à savez, la dernière minute non plus. ah non, non, ça sort pas vite, là. Non, Vous non, c'est savez, ça. on se plaint au Québec, les gouvernements, tout le monde, qu'il n'y a pas de logement. Si on prenait l'argent des fonds de prévoyance, puis on la mettait, la caisse de dépôt, là, ils en font des prêts à des gens qui construisent. Ils font des achats d'actions, des achats d'obligations, ils achètent des centres d'achat, ils sont vraiment diversifiés dans leurs investissements. Alors, le Fonds de prévoyance nationale, ou appelez ça, dans le temps, quand j'en ai parlé en 2020, on appelait ça le Fonds bleu parce que le gouvernement parlait du panier bleu. On pourrait servir cet argent-là, comme fait la FTQ, le fonds de la FTQ, pour financer des promoteurs qui n'ont pas nécessairement l'argent pour le faire, financer des logements, être participatif aussi dans l'élaboration du projet. On dit que ça prend des logements sociaux, des logements peut-être avec des coûts plus élevés, moins élevés. Alors, si ce fonds-là peut mettre de l'argent et devenir, la FTQ le fait, euh, ils sont partenaires du projet dans certains cas, ils ne font pas juste financer. Alors, non seulement ils ont un retour d'intérêt sur leur argent dans certains cas, mais ils ont un retour sur les profits des ventes. Alors, je répète, là, je ne sais pas ce qu'il y a de pas correct là-dedans. Quand je regardais en 2020, euh, au début, la question qui m'avait été posée était pourquoi vous pensez
que ça avance pas, j'avais répondu peut-être que je m'exprime mal. Mais là, il me semble Ça que je ne suis pas tout n'a pas seul. changé, quoi. Ça a l'air que je m'exprime aussi mal qu'avant, mais il y en a d'autres qui se sont exprimés depuis. Le journaliste dont on a vu l'article tantôt, ben lui aussi, il écrit mal parce que ça n'a pas suscité rien. Effectivement. Maître Papineau, on a une question, un commentaire, je n'ai pas lu là. Gérer, c'est prévoir. Les études de fonds de prévoyance préparées par des évaluateurs agréés sont trop souvent ignorées par certains copropriétaires, prétextant que les projections sont surévaluées. Tout à fait. Malheureusement, trop de gens refont les mêmes erreurs de gestion du passé et espèrent des résultats différents, comme disait Einstein. Effectivement. Oui, mais vous savez, c'est pour ça qu'il faut engager des professionnels compétents. Et la réglementation du gouvernement qui va finir par sortir demande à ce que ce soit un ingénieur, un évaluateur agréé, un architecte, un technologue professionnel et peut-être même un comptable agréé qui a une formation en matière de copropriété et des connaissances qui fasse cette étude-là. Mais moi, ça me dépasse quand je vois des gens qui m'écrivent et me disent est-ce qu'on est obligé de respecter l'étude qu'on a fait faire? Ben moi, je leur dis pourquoi vous l'avez fait faire? Exact. Puis des fois, vous dites aussi, pourquoi vous attendez qu'on vous dise que vous devez mettre de l'argent de côté pour remplacer des morceaux de votre bâtiment? Ça, je vous ai entendu souvent dire ça. Ben oui, mais je ne sais pas. Les gens, mais peut-être que quand tout ça ira mieux, puis quand tout le monde trouvera son compte, on vient au taux d'intérêt, peut-être que les gens respecteront un petit peu plus cette obligation-là. Tout à fait. Une autre question de M. Alain. Est-ce que c'est la responsabilité du gestionnaire d'aviser le CA qu'il ne peut pas utiliser le fonds de prévoyance comme bon lui semble? Mais écoutez, le gestionnaire, il peut donner son opinion, mais l'administrateur devrait le savoir tout seul. Il doit respecter la loi. Le Code civil le dit. Alors, le gestionnaire, oui, il peut faire ces commentaires-là, ces remarques-là, mais le gestionnaire, ce n'est pas un décideur. Exact. Il ne décide de rien, il suggère, mais il ne peut pas décider, M. Alain, du tout. C'est tout le conseil qui prend les décisions. Il nous reste 3 minutes, Maître Papineau. Je vous amènerai peut-être juste pour aider peut-être les gens comme Alain qui posait les questions sur que peut-être le syndicat respecte plus ou moins la loi. Vous savez, des fois, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Et là-dessus, l'étude de fonds de prévoyance, ça dit que le fonds de prévoyance est là pour remplacer les parties communes à la fin de leur durée de vie ou des travaux majeurs. Et j'aimerais entendre ce que vous pensez, comment on fait quand on est un administrateur, un petit syndicat moyen, grand, pour savoir si c'est des travaux majeurs, est-ce que j'ai fait en cotisation spéciale ou je pourrais me servir du fonds de prévoyance? Parce que ça, c'est pas Ben, clair. OK, mais on peut les payer. Premièrement, là, on n'est pas obligé de prendre l'argent dans le fonds de prévoyance. Si le syndicat et les copropriétaires sont d'accord, on peut faire, comme vous dites, une contribution spéciale à part du fonds de prévoyance, puis dire le toit coûte 200 000, on fait une contribution spéciale de 200 000, on paye le toit. On n'est pas obligé de le prendre dans le fonds de prévoyance. Mais c'est quoi une réparation majeure? Premièrement, c'est pas une réparation mineure, puis c'est pas un remplacement. J'ai un toit à changer, c'est un remplacement. J'ai un tapis à changer dans le passage, c'est un remplacement. J'ai une vitre qui a des thermos qui sont embués, ça, c'est une réparation mineure. J'ai par contre les murs de briques qui sont fissurés et qui menacent de s'effondrer, ça, c'est une réparation majeure. Alors, la réparation majeure, premièrement, ce n'est pas du remplacement. Puis deuxièmement, il faut que ça soit une des rares fois en matière de copropriété, il faut que ça soit quelque chose qui a un montant qui soit euh, élevé, là. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais changer les tapis d'un passage, ça coûte 300 000. Que ça coûte 300 000 ou 3 000, c'est du remplacement, ce n'est pas de réparation. Alors, réparation majeure, on parle de structure de bâtisse, on parle
revêtement extérieur, on parle de réparer le toit qui coule, le tiers du toit est à réparer. Alors, il faut vraiment que ce soit des travaux d'envergure. Je comprends. Là, c'est beaucoup plus clair. Il y a Michaela. Est-ce que le syndicat peut demander des contributions spéciales sans expliquer en détail, entre parenthèses, plus ou moins, à quoi sert l'argent? Justifier le montant. Bien, le Code civil dit que pour toute contribution, qu'elle soit extraordinaire ou régulière, le syndicat doit fournir un budget et doit consulter l'Assemblée. Alors, si tu présentes un budget, tu consultes l'Assemblée, mais tu ne dis pas aux gens à quoi ça va servir, je pense que tu n'as pas fait ce que le Code civil demande. Alors, il faut que tu expliques ce que tu veux faire. Le Code civil, à l'article 1087, dit même que si tu as un contrat on parle de réparation de briques, disons, tu dois fournir une copie du contrat au copropriétaire pour qu'il prenne une décision. Alors, on ne peut pas juste dire faites-moi un chèque puis faites-moi confiance. Il faut expliquer à quoi sert l'argent. Et je rajouterais, avant de terminer, Maître Papineau, faire des travaux en cours de route provenant d'argent dans le fonds de prévoyance. Le syndicat est-il obligé de présenter ça en assemblée ou peut simplement informer les copropriétaires qui vont procéder à des réparations de joints de briques par le fonds de prévoyance parce que c'est prévu dans son étude qu'il a le droit de faire des travaux de maçonnerie, ces choses-là? C'est parce que c'est souvent une question qui est posée. Oui, mais ce que le code prévoit, c'est que quand tu fais des améliorations mais quand tu fais du remplacement, je change les tapis sur les étages, je prends l'argent dans le fonds de prévoyance, puis je ne demande pas permission à personne, c'est prévu pour ça. C'est le conseil que vous avez élu qui va décider. Alors, faites attention qui vous allez élire à la prochaine assemblée, puis arrêtez de regarder dans les airs qu'on demande s'il y a des volontaires. C'est la meilleure façon de bien contrôler votre syndicat, c'est que vous soyez administrateur et vous ne laissez pas n'importe qui gérer votre syndicat et votre argent. De toute façon, si vous êtes si vous avez Maître Papineau comme président d'Assemblée, puis il n'y a personne qui se lève la main, il va vous dire on barre les portes, puis on ne sort pas d'ici tant qu'on n'a pas élu un conseil d'administration. On a M. Alain qui vous dit merci pour les 2 réponses, Maître Papineau. Continuez votre excellent travail. Nous sommes avec vous. Donc, Merci. en mon nom et à celui de Maître Papineau, merci d'avoir été avec nous autres. S'il vous plaît, n'oubliez pas les adresses courriels qu'on vous a données. C'est juste d'essayer de stimuler les gens pour faire avancer des choses qui sont primordiales pour l'industrie de la copropriété, pour le bon vivre, pour continuer à bien entretenir nos bâtiments. Merci encore, Maître Papineau, d'avoir été avec moi ce soir pour parler de ces sujets intéressants. Et merci à LJT d'avoir commandité l'émission. Merci et bon été à tout le monde. Merci au RGCQ d'être notre commanditaire. On vous rappelle que vous pouvez visionner toujours nos web radios sur Condo Légal. D'ailleurs, on a fait référence à une web radio qu'on a faite ensemble en 2021 sur un même sujet. Donc, allez-y, retrouvez-les, vous pouvez les voir. La dernière de l'année, donc du printemps et de l'hiver, on termine la semaine prochaine, le 18 juin, avec séance de questions et réponses avec le public et les experts. Je vous le dis tout de suite. Maître Jolicoeur sera avec moi. Jasmin Patnaud des Ormeaux Patnaud sur les questions financières. Sean Beauchemin sur les questions de bâtiment. Et j'aurai un gestionnaire avec moi qui est Simon de Condo Consult. Alors, soyez avec nous. Nos experts répondront à vos questions sur toutes sortes de sujets. Donc, merci encore à Gabriel et Lanceny qui sont avec nous et bonne fin de soirée. On se voit la semaine prochaine.